Régionales 2015, c'est le rendez-vous de Public Sénat pour tout comprendre des enjeux de la campagne. Et cette semaine, zoom sur la nouvelle région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, la plus grande des nouvelles régions françaises avec ses 84 000 km². Et les 6 et 13 décembre prochains, les 5,8 millions d'habitants de cette région éliront 183 conseillers régionaux. Et au menu de cette demi-heure, décryptage des enjeux politiques de la bataille dans cette région. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du gigantisme de cette nouvelle région. Entre inquiétude et optimisme, Samia Dechir, notre journaliste, s'est rendue à la rencontre des habitants de la région. Elle viendra nous en parler. Et puis, nous ferons également un point sur la campagne sur les réseaux sociaux grâce à notre tweeteuse en chef, Caroline Deschamps. Et avec nous cette semaine pour parler de cette région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour et merci d'être avec nous. Et puis avec nous toutes les semaines pour analyser les enjeux politiques de la campagne, le politologue Pascal Perrineau. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Et le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Mais avant de décrypter ces enjeux politiques, nous allons tout de suite regarder qui sont les candidats dans cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes grâce à Cécile Tixou. Nouvelle région, taille XXL, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Pour la gauche, un enjeu, garder la présidence de région, et pour cela, le Parti socialiste compte sur son emblématique président sortant, Alain Rousset. À la tête de l'Aquitaine depuis 1998, cet élu de terrain est aussi le chef de file de l'Association des régions de France depuis 2004. Son programme s'articule surtout autour de la défense du monde de l'entreprise. Face à lui justement, une femme qui a fait de son parcours de femme d'entreprise un atout. Les Républicains ont investi Virginie Calmels, la candidate de la droite, actuellement première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, a fait alliance avec le centre. Une carrière politique locale après un parcours dans de grandes entreprises comme directrice générale déléguée du groupe Canal+, mais aussi présidente d'Endemol France. Son leitmotiv pour la région, faire mieux avec moins. Un match gauche-droite que pourrait venir perturber Jacques Colombier, le candidat Front National. Face à deux candidats centralisés sur la métropole bordelaise, il compte bien défendre les oubliés et les ruraux. Le reste de la gauche part en ordre dispersé avec une liste Europe Écologie Les Verts menée par Françoise Coutan. Cette enseignante engagée depuis 10 ans chez les écologistes est vice-présidente chargée des transports à la région Poitou-Charentes. Le Front de gauche et le PCF présentent également une liste d'union avec un candidat Olivier d'Artigol, proche de Marie-Georges Buffet et ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Dans cette nouvelle grande région, 10 listes au total ont été déposées. Alors Frédéric, cette nouvelle région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes, c'est une des régions que la gauche peut espérer sauver. Oui, c'est une des rares régions où la gauche s'en tire bien, avec une situation assez figée. L'IFOP avait fait un sondage au mois de juin, ça fait déjà très longtemps, qui a été relativement confirmé par un sondage BVA fait au mois d'octobre, c'est-à-dire le PS, la liste Alain Rousset, arrive en tête. C'est la seule région avec la Bretagne où un sondage donne le PS en tête malgré la dispersion. Un score relativement moyen pour la liste de Virginie Calmels, parce qu'elle est gênée par la percée du Front National, qui faisait que 8% aux dernières régionales, et là qui est donnée entre 18 et 20%. Et donc l'équation qui fait que le PS arrive en tête au premier tour, et il a de fortes réserves de voix puisque la gauche part séparée, donne une situation plutôt favorable à la gauche, qui est en continuité, rupture avec ce qu'on a vu aux élections départementales. En Aquitaine, qui est la plus grande région, qui est la région qui pèse le plus démographiquement, la gauche avait gagné tous les départements, je parle sous le contrôle de Bruno Dive. En Poitou-Charentes, c'est la droite qui avait fait le grand chelem, et puis c'était plus partagé dans le Limousin. Aujourd'hui, avantage net à la gauche, avec cette opposition de style entre un professionnel de la politique qui sollicite un 4e mandat et puis une personne qui veut incarner un certain renouveau, mais qui, compte tenu de la structure électorale, de la sociologie, peine à créer un vrai match avec Alain Rousset. Une petite précision, il y a la droite avait quand même reconquis, enfin le centre, les Pyrénées-Atlantiques sur la gauche. Tout à fait. Voilà, modem. Bruno Dive, on entendait Frédéric Dabi à l'instant parler de ce match Alain Rousset, Virginie Calmels. C'est vrai que c'est un peu le match d'un élu local de poids face à une novice en politique.
On peut pas faire plus dissemblable. Alain Rousset, vous l'avez rappelé, il est président depuis 1998. L'air de rien, s'il est réélu, comme il a des chances de l'être, ce sera le doyen des présidents de région. C'est un record. Il a même bénéficié du fait de pouvoir outrepasser la règle du PS qui consistait à ne pas faire 3 mandats consécutifs. Jean-Paul Huchon, par exemple, a été victime de cette règle en Île-de-France. Lui, il va en être à son 4e mandat. Il est incontesté, c'est le président sortant de l'association des régions de France, donc des présidents de région. Et c'est quelqu'un, c'est le président de région emblématique. Il n'est pas très connu nationalement, mais il est très bien implanté dans la région, d'où son succès. Virginie Calmel, vous l'avez dit, c'est une novice. C'est Alain Juppé qui l'a fait venir pour être sa première, il n'y a pas de première adjointe, mais sa principale adjointe à Bordeaux, sans doute avec une option sur la succession à la mairie en 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Virginie Calmel vient du monde de l'entreprise, donc elle joue beaucoup là-dessus dans ses discours. Mais le candidat favori des patrons dans cette grande région, c'est Alain Rousset, parce qu'il est très apprécié par les patrons. Et le patronat de la région n'est pas non plus tout à fait celui que représente Virginie Calmel. Pascal Perrineau, c'est une région qui compte pour les socialistes, cette nouvelle région, qui compte la région Poitou-Charentes, anciennement dirigée par Ségolène Royal, qui compte la Corrèze, fief de François Hollande, même si elle a rebasculé à droite aux dernières départementales. Est-ce que ça serait une victoire symbolique ? Victoire symbolique, peut-être pas. Ça serait une victoire qui montrerait la capacité de la gauche à résister en dépit d'une sanction nationale. Parce que, en écoutant Frédéric Dabi tout à l'heure, on voyait bien en effet que c'est une des seules régions où le Parti socialiste est en tête en termes d'intention de vote. Mais quand vous faites le total des voix de gauche, vous êtes en dessous de 50%. Quelle distance parcouru par rapport à 2010, où dans les 3 régions qui constituent aujourd'hui cette grande région, on avait des gauches qui dépassaient régulièrement les 50% et qui au second tour étaient élus avec des 60 à 70%. Nous en sommes loin. Donc il y a bien une sanction, mais une sanction qui va être freinée par quoi ? Par le fait, en effet, Bruno Di vient de le dire, que l'on a affaire à un Alain Rousset qui est véritablement implanté et depuis longtemps dans ces terres, et par le fait aussi que c'est une région qui ne va pas si mal que cela. Quand vous regardez de grands indicateurs économiques, en termes de recherche et d'innovation, en termes de développement démographique de toute la façade atlantique, il y a des indicateurs en termes de chômage. En dessous de 10%. Voilà, en dessous de 10%. En termes d'activité touristique et de dynamisme du secteur touristique. Il y a là toute une série d'indicateurs qui font que c'est une des régions françaises qui ne va pas trop mal. Et donc, la sanction nationale peut être atténuée. Donc, indépendamment, en effet, d'Alain Rousset, homme implanté s'il en est, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, la droite ne doit pas simplement se battre contre la gauche. Elle doit se battre, même dans ces régions, contre un Front National dont il faut rappeler qu'en 2010, il n'avait franchi la barre des 10% nulle part. Dans aucun des 3 conseils régionaux sortants, il n'y a d'élus du Front National. Alors justement, et cela a bien changé. Oui. Ce barrage au Front National, c'est au cœur de la campagne ces derniers jours, avec la possible fusion des listes PS et Républicains pour le 2e tour pour faire barrage au FN. Alain Rousset, lui, n'a pas rejeté cette hypothèse, citant les coalitions allemandes, espagnoles, disant finalement qu'il n'y a pas de grande différence entre le centre droit et le centre gauche. Est-ce que c'est une manière pour Alain Rousset de draguer les électeurs du centre droit dans sa région ? Sans doute oui, et d'autant plus, il l'a dit avec d'autant plus de facilité qu'il est très peu concerné par la question de la fusion. Et Pascal en parlait la semaine dernière, c'est pour le parti, la force arrive en 3e position. En l'occurrence, sans doute le Parti socialiste dans les régions de cette moitié Est qui, justement, vit une mondialisation malheureuse, à la différence de cette moitié Ouest, où c'est vrai que les gains possibles de la gauche ou les maintiens, Bretagne, Aquitaine et Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, c'est cette France de l'Ouest. Donc, Alain Rousset n'est pas concerné par cela. Il n'y aura sûrement pas de fusion, ça paraît complètement hypothétique. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette élection, on a le MoDem qui est partout, ou presque, en alliance, sauf Bourgogne-Franche-Comté, avec les Républicains et l'UDI. Donc on a dans des enquêtes beaucoup d'électeurs MoDem tiraillés, beaucoup d'électeurs de François Bayrou qui vont dès le premier tour sur le candidat socialiste. Et cet appel à dire qu'il n'y a pas autant de différence que cela, ça peut démobiliser des électeurs de gauche, sans doute pas en Aquitaine, mais sans doute dans d'autres régions. Mais ça peut aussi faire venir, comme vous le disiez, ces électeurs du centre droit.
Et puis aussi, il faut noter que c'est un véritable enjeu, le MoDem. C'est un enjeu central, centriste et central pour le Parti socialiste et la liste emmenée par Madame Calmels. Parce que dans cette grande région, c'est une réalité, l'électorat MoDem. Hein. C'est la terre de François Bayrou également. Et dans les négociations, je regardais, dans les têtes de liste départementales, eh bien, les Républicains ont fait toute leur place au MoDem. Il y a même, je crois, sur les 12 départements, 2 têtes de liste MoDem, il y a une seule tête de liste UDI. Oui, il dirige, le MoDem conduit la liste centre droit dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et en 2010, la seule région où les listes MoDem, qui étaient alors autonomes, avaient pu se maintenir au second tour, c'était en Aquitaine avec Jean Lassalle. Mais je crois que la nouveauté, si je peux rajouter quelque chose, la grande nouveauté de cette élection, enfin si l'on en croit les sondages, c'est la percée du Front National. Parce qu'en effet, Pascal l'a souligné, on passe de 8 à 20%, c'est énorme. On ne peut pas exclure que le Front National soit devant les Républicains dans le Lot-et-Garonne, par exemple, qui a été toujours le département où ils ont été le plus élevés. Donc, et c'est la première fois qu'il y aura une triangulaire dans ces élections, et c'est aussi ce qui va aider Alain Rousset a gagné. Il a une nette avance au deuxième tour sur Virginie Calmel, mais malgré tout, il n'est élu qu'avec une majorité relative. Virginie Calmel, justement, la protégée d'Alain Juppé, hein, vous l'avez dit, Bruno Dive. Quel est exactement le rôle d'Alain Juppé dans cette campagne sur le terrain ? Il est assez discret. Il a défendu dans un premier temps la candidature de Virginie Calmel. Mais il avait quand même manqué la réunion du bureau politique qui devait l'investir. Il est assez discret. Il a présidé 2 meetings, et je ne crois pas qu'il en fasse d'autres d'ici le premier tour. L'un était à Poitiers avec Jean-Pierre Raffarin, l'autre à Limoges avec Nicolas Sarkozy. Rien à Bordeaux pour l'instant. Et on le voit assez peu, il se tient assez en retrait de cette campagne. En plus, il y a eu quelques petites divergences entre les deux, notamment sur la question de la ligne à grande vitesse, puisque Alain Juppé s'est beaucoup investi, comme Alain Rousset d'ailleurs, pour cette ligne à grande vitesse dans le sud-ouest. Et Virginie Calmel, elle, a pris ses distances, et je crois que ça ne lui a pas plu. Pascal Perrineau, quand on entend Bruno Dive dire qu'Alain Juppé est plutôt en retrait, est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de se protéger et de ne pas faire de l'éventuelle défaite de Virginie Calmel un handicap dans la perspective de la primaire ? Certainement, si tel est le destin, parce que là, on ne parle que d'intention de vote. On verra ce qu'il en est lors du premier tour début décembre. C'est vrai que pour le maire de Bordeaux, et étant donné le poids de Bordeaux dans cette région, hein, quand vous regardez l'armature urbaine de cette grande région qui est tout à fait particulière, parce qu'entre Poitiers et Bayonne, les univers de référence sont assez différents. Mais quand vous regardez cette grande région, il y a en termes d'aire urbaine, il y a une aire urbaine énorme, qui est celle de Bordeaux. Et puis après, plus d'1 million, 1,2 million. Et après, on n'a que des villes qui sont des villes moyennes. Donc il y a un symbole bordelais extrêmement important. On va revenir sur le poids de Bordeaux, justement, dans la deuxième partie de l'émission. Le temps pour moi de remercier Frédéric Dabi. Merci, à la semaine prochaine, Frédéric. Et justement, la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sera la plus vaste région de France. Un gigantisme qui n'est pas sans conséquence sur la réorganisation de l'administration régionale, mais qui peut aussi être un atout économique, comme nous le montre ce reportage de Samia Dechir. Dans moins de 2 mois, Limoges fera partie de la plus grande région de France. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, un nom encore provisoire pour désigner un territoire plus vaste que l'Autriche. Limoges perdra son statut de capitale régionale au profit de Bordeaux. C'est donc là que sera transférée la présidence de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Les agents, eux, resteront sur place, mais l'inquiétude est grande. Aujourd'hui, les chiffres qu'on nous donne, c'est 2016, 290 personnes à l'échelle de la grande région, 2019, 290 aussi. Personne n'est dupe, c'est impossible. On aura des baisses d'effectifs, c'est ce qui est voulu. Seule assurance, il n'y aura pas de mobilité forcée. On a 10 collègues au secrétariat général dont les fonctions sont supprimées sur les sites pour être réalisées sur le site de Bordeaux. Donc sur place, ces collègues restent évidemment, mais pour faire quoi? Aujourd'hui, c'est pas fixé. Les acteurs culturels du Limousin, eux aussi, sont inquiets. Tulle, par exemple, est à plus de 230 km de Bordeaux. David Molto y travaille pour l'association Peuple et Culture. Il gère l'Artothèque, une bibliothèque artistique.
Mon travail, c'est de me déplacer avec le camion, donc sur tout le territoire de la Corrèze, de faire en sorte que ces œuvres vraiment circulent le plus largement possible sur ce territoire. Son salaire est assuré pour moitié par la région. Ces emplois aidés, proposés aux associations sans condition d'âge, sont une spécificité du Limousin. Ça donne une autonomie forte aux associations. Et ça, apparemment, la région Limousin fait l'effort de maintenir ces emplois encore pendant 4-5 ans, mais ils vont disparaître dans la grande région. Et ce qui nous inquiète, c'est ce phénomène qui fait que lorsqu'il y a un regroupement, on supprime finalement peut-être des choses qui ont été expérimentées, qui ont fait une spécificité. On va les supprimer pour unifier, pour quelque chose qui va être moins peut-être. Ben, ça, c'est assez inquiétant. Face à la grande métropole bordelaise, les zones rurales ont peur d'être un peu oubliées. Mais à Aubusson, capitale de la tapisserie, on se veut optimiste. La fusion des régions, c'est aussi l'occasion d'attirer les touristes du littoral bordelais vers l'intérieur des terres. On va avoir, j'espère, un comité régional du tourisme, à l'échelle de cette grande région. Il va sans doute être plus puissant. Il va sans doute nous permettre d'aller chasser, entre guillemets, sur des marchés étrangers plus lointains. Donc ça, dans la promotion de ce grand territoire, c'est une chance. Le musée de la tapisserie d'Aubusson attire aujourd'hui 20 000 touristes par an. Une fréquentation qu'il espère doubler l'an prochain avec l'inauguration d'une cité internationale de la tapisserie. Et nous en rejoint sur ce plateau notre tweeteuse en chef, Caroline Deschamps. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous nous direz comment se passe la campagne sur les réseaux sociaux dans cette région. Et puis Samia Dechir. Bonjour Samia. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce reportage dans cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Alors on l'a vu Samia dans ce reportage, il y a un contraste dans cette région entre d'un côté l'inquiétude et de l'autre l'optimisme. Oui tout à fait. Et pour bien comprendre, je vous propose de vous pencher sur quelques chiffres. 84 000 d'abord, c'est le nombre de kilomètres carrés de cette future grande région. C'est vraiment énorme. Alors pour vous donner une idée, ça représente à peu près 15% de tout le territoire national français. Autre chiffre, 5,8 millions, ça c'est le nombre d'habitants de la future grande région, qui sera donc assez peuplée, même s'il y aura bien sûr des disparités selon les zones. Et enfin, un dernier chiffre assez parlant, plus de 150 milliards d'euros, ça c'est le PIB de cette future grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Donc vous l'aurez compris, ce sera une région qui sera vraiment gigantesque et donc qui aura un poids économique qui sera très fort. Et c'est ça qui amène certains acteurs à être optimistes sur les chances que représente cette fusion. Pascal Perrineau, sur ce poids économique, les régions seront chefs de file en matière économique. Avec une région aussi importante, le président de région aura des pouvoirs plus que conséquents. Ah bien sûr, surtout que la loi NOTRe a renforcé énormément les compétences de la région en matière économique. Jusqu'à maintenant, la région, sur le terrain socio-économique, était présente avant tout sur la formation professionnelle. Là, des présidents imaginatifs vont pouvoir articuler la formation des jeunes avec le développement économique. Il y a là un chantier pour les régions et pour les présidents et pour les exécutifs régionaux qui vont se mettre en place, tout à fait décisif. Et c'est une des régions qui a le plus sur le papier les moyens de réussir ce type de politique économique où, au fond, la région deviendra une véritable puissance publique régionale qui sera à l'initiative de la dynamisation des territoires. Il y a là un rôle que l'on ne connaît pas aujourd'hui et que l'on va découvrir dès les premières semaines de l'année prochaine. Samia, vous le disiez, 84 000 km², la plus grande région de France, et c'est justement ce gigantisme qui inquiète sur place. Oui, on l'a vu à travers le reportage dans le domaine de la culture, mais en fait, cette inquiétude, elle se traduit dans beaucoup d'autres domaines. Elle est vécue évidemment par les agents des conseils régionaux, que ce soit à Limoges, qu'on a vu dans le reportage, mais aussi à Poitiers, qui sont deux villes qui vont perdre donc leur statut de capitale régionale. Cette inquiétude, elle concerne aussi tous les agents qui travaillent dans les services de l'État de ces deux villes, que ce soit la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, qu'on a vu dans le reportage, mais c'est valable pour la Direction de l'Agriculture, c'est valable même pour les agents de l'INSEE. Donc cette inquiétude concerne beaucoup de monde. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que la direction part à Bordeaux et les agents, eux, restent sur place puisqu'il n'y a pas de mobilité forcée. Alors, comment on va s'organiser tout ça? C'est encore très flou. Mais surtout, la question, c'est comment on va décider depuis Bordeaux des politiques qui vont devoir être appliquées à plus
parfois à plus de 200 km. Alors les dirigeants de ces institutions ont forcément des discours qui se veulent très rassurants, mais ça ne suffit pas toujours à apaiser les inquiétudes qui sont très fortes chez les agents. Bruno Dive, comment le futur président de région, d'une région aussi vaste, va pouvoir rassurer, créer des liens, créer de la proximité avec les habitants dans une région aussi vaste? Il va falloir qu'il se déplace, qu'il aille notamment dans les nouvelles régions, parce que c'est un peu quand même une annexion du Poitou-Charentes et du Limousin par l'Aquitaine, hein, parce que de toute façon toutes les têtes de liste sont issues, les principales têtes de liste sont issues de Gironde. La Gironde va envoyer le quart des conseillers régionaux à Bordeaux. Eux n'ont pas besoin d'y aller. Donc il va falloir qu'ils se préoccupent surtout, je pense, faire attention à... C'est un peu différent entre Poitou-Charentes et Limousin. Le Poitou-Charentes n'est pas très loin surtout les Charentes, de Bordeaux. C'est aussi une région ouverte sur l'Atlantique. Il y a beaucoup de points communs avec l'Aquitaine. Et c'est une région, pour reprendre la terminologie de Pascal, qui va bien. Le Limousin, c'est une région pauvre. C'est très différent. Donc il va falloir qu'il soit, le nouveau président, enfin le futur président, soit attentif surtout à cette région Limousin. Mais je dirais que... Ils ont un peu l'habitude parce que le Limousin n'est pas loin non plus de la Dordogne. La Dordogne, c'est l'Aquitaine. Le parti du Périgord vert ou noir est aussi ouvert sur le Limousin. Donc il y a tout de même des liens qui se sont déjà créés. Samia Bruno Dive va parler de ce poids de Bordeaux dans cette nouvelle région et c'est justement ce qui suscite des inquiétudes sur place, ce poids de Bordeaux par rapport aux régions rurales. Oui, tout à fait. Vous citiez l'exemple du Limousin. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que la métropole bordelaise, c'est à peu près 700 000 habitants. C'est autant que dans toute la région Limousin. Donc forcément, dans cette région, ce qui fait peur, c'est de ne pas peser grand-chose face à une hyper-métropole, à une super-métropole, surtout quand il faudra faire des choix budgétaires, encore plus dans un contexte de baisse des dotations. En fait, ce qui fait peur, c'est le modèle même de l'hypermétropolisation. C'est parfois vécu dans certaines régions comme une recentralisation qui uniformise peut-être les politiques. Or, les régions, elles ont des politiques qui sont spécifiques, qui sont adaptées parfois à leur territoire, comme on l'a vu dans le reportage avec parfois des emplois aidés dans le Limousin, par exemple, qui pourraient disparaître. Pascal Perrineau, finalement, c'est une région avec un caractère rural, avec un fort pôle économique, Bordeaux. Est-ce que le défi du futur président de région, ça va être de lutter contre les inégalités territoriales? Ah oui, c'est un des défis majeurs et qu'on a vu en amont. Vous savez, lorsque les socialistes, par exemple, ont organisé le choix de leur tête de liste, Monsieur Rousset, eh bien, il faut savoir que parmi les candidats, et le candidat qui a le plus pesé contre lui, il y avait Monsieur Macaire, c'est-à-dire le président, vous voyez, de Poitou-Charentes, celui qui avait peur de se faire manger, et le président de Limousin avait aussi envie de se présenter. Cependant, il pesait pas très lourd en termes de voix, et donc il avait hésité. Donc on voit très bien qu'au sein d'un même camp, en amont, oui, il y a deux territoires qui ont peur de souffrir du poids majeur que représente l'Aquitaine, dirigée jusqu'à maintenant par Alain Rousset. On va maintenant voir comment se passe la campagne sur les réseaux sociaux avec Caroline Deschamps. Alors Caroline, comment ça se passe dans cette région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes? Eh bien, à l'instar des sondages qui le donnent favori, c'est le président PS sortant, Alain Rousset, qui domine le jeu sur les réseaux sociaux, au moins d'un point de vue quantitatif. Près de 8000 followers sur Twitter, 5800 fans sur Facebook, un site de campagne rouge pétant avec une dimension collaborative, un laboratoire d'idées où l'internaute peut interagir dans la campagne. Alors, sur le net, Alain Rousset se concentre, et aussi sur le terrain, sur son bilan. La région Aquitaine est dans le top 3 des mieux gérées, écrit-il sur Twitter. Et il se fait également un malin plaisir de poster une interview de l'UDI Maurice Leroy qui vante ses qualités de patron de la région. C'est Virginie Calmels, la tête de liste Les Républicains UDI Modem, qui appréciera. Sur les réseaux, l'ancienne DG d'Endemol se défend, même si elle arrive après Alain Rousset. 5500 followers sur Twitter, 2500 fans sur Facebook, mais un joli site avec un slogan « Génération Nouvelle Région ». Alors elle, sur le web, elle fait campagne à coups de pique numérique envers son concurrent, la dernière en date. L'adjointe au maire de Bordeaux accuse Alain Rousset de sexisme. Alors qu'elle lui reprochait d'être élu depuis plus de 30 ans, le président de la région Aquitaine lui a rétorqué « J'espère que vous ne dites pas ça à Alain Juppé tous les soirs ». Sous-entendu, elle devait sa tête de liste à la promotion canapé ambiance
Ambiance. Et comment ça se passe du côté du FN et du Front de gauche, Caroline? Alors du côté de Jacques Colombier, la tête de liste FN, alors on peut dire que c'est quasiment le désert numérique, peu d'abonnés Twitter, Facebook, un site qui est très classique, j'ai même eu du mal à le trouver. C'est assez étonnant quand on sait que le Front National a depuis très longtemps investi le web. Alors celui qui s'en sort bien, c'est Olivier d'Artigol, la tête de liste Front de gauche, qui rassemble 5700 followers sur Twitter, mais surtout il a un très très beau site, très design, je ne sais pas si on le voit, sous forme de carnet de campagne avec une ligne de temps, les rendez-vous, des diaporamas, c'est magnifique. Enfin Oriane, la grande question qui agite la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes, comme dans les autres, c'est le nom de la future grande région. Virginie Calmels a un questionnaire sur son site. Outre les classiques Grand Sud-Ouest, on peut choisir parmi Méga Aquitaine ou le pas très vendeur triple A pour Aquitaine, Atlantique, Aliénor. Et puis il y a un site spécifique qui a été créé, Ma Grande Région, où les internautes là peuvent laisser libre cours à leur créativité. Résultat, Oriane, une juxtaposition de syllabes comme Poiqui-Mouzin, Alipoche ou l'incongru à poil, le A d'Aquitaine, le OA de Poitou, le L de Limousin. Et une agence de com a même fait un panneau de la région, je sais pas, oui, on le voit, un humour donc qui défrise. Oui, on ne manque pas d'humour dans cette région. Merci beaucoup, Caroline. Merci Bruno Dive, merci Pascal Perrineau. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour suivre la campagne en région PACA.